Bonjour et bienvenue, vous êtes ici sur la chaîne Rêve de Colibri, une chaîne consacrée à la couture, au tricot et aux arts du fil en général. Prenez une boisson chaude, une boisson fraîche, ce que vous voulez, installez-vous confortablement, on va passer un bon petit moment ensemble parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et beaucoup de projets à vous partager. Allez, c'est parti! Donc aujourd'hui, on va commencer par la couture. Je vais vous parler de ce qui est à côté de moi, c'est de la couture enfant aujourd'hui, puisque j'ai pas mal cousu pour ma fille. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter le premier projet. Donc c'est un modèle qui vient du magazine Octobre de l'été 2019. Donc c'est un vieux magazine, je regarderai si vous avez encore la possibilité d'acheter le patron ou pas. C'est le modèle numéro 27 qui est ce petit t-shirt qui se fait normalement tout en jersey. Donc vous avez le corps en jersey et la finition aux manches et à l'encolure en bord-côte. Donc j'ai pris quelques libertés comme vous pouvez le voir avec ce modèle puisque j'ai fait le devant dans un tissu chaîne et trame, donc un Liberty très léger, et l'arrière dans une chute de jersey. Donc déjà, pourquoi est-ce que j'ai joué avec les matières? C'est parce que je voulais taper dans mes chutes en fait. Il me restait une chute de jersey blanc où je pouvais en fait passer que le dos, et une chute de ce super Liberty que j'avais en fait dans mon stock, puisqu'ils proviennent de ma boutique en fait. C'était un fond de coupon, donc pareil, plutôt que laisser pourrir les trucs, je préfère les utiliser. Et du coup, donc c'est quelque chose, jouer le bimatière, c'est faisable, mais là ça s'y prête bien puisque le modèle s'y prête et la coupe s'y prête. Là on voit pas trop les anses puisque je l'ai cousu en taille 140, donc l'équivalent d'un 12 ans. Et là bon, il est sur un buste équivalent taille 36-38. Donc on manque d'aisance, on est bien en aisance mais pas trop. Mais du coup c'est un modèle qui est avec de l'aisance, comme je disais, des emmanchures plutôt basses et assez larges par rapport au tour de bras de ma fille. Et l'encolure aussi est assez dégagée, donc on n'a pas le souci ou la peur de ne pas pouvoir passer la tête en remplaçant le jersey donc, qui est extensible par un tissu chaîne et trame qui n'est pas. Donc ça c'est pour la modification. Les particularités de ce modèle, donc je vous l'ai dit au niveau de la coupe, mais vous avez aussi en fait ce jeu de fronce au niveau de l'encolure. Je ne les fais pas comme ça d'habitude. Là-dessus, bon, c'est vrai que ça va vite, c'est facile. On nous demande en fait de poser de la laminette en haut. Et du coup, en la relâchant, qu'on tend, et en la relâchant, ça crée des fronces. Donc c'est sûr que vos fronces sont super régulières sur toute la longueur où vous posez la laminette. Mais j'ai peur que ça la gêne au niveau de l'encolure. Même si on a retourné le biais et que c'est pris dans la couture, il y a un petit bout de laminette qui dépasse, on verra au porté si ça lui convient ou pas. Mais après, au niveau de la couture, c'est relativement facile. Les explications du magazine Octobre, bon, c'est ce que c'est. Moi j'ai l'habitude de coudre, donc je m'en suis sortie. Mais pour des débutantes qui démarrent la couture, j'avoue que entre la lisibilité, j'aime pas critiquer, mais bon, entre la lisibilité des planches patrons, bien qu'encore celui-ci, il y a de la couleur. Donc ça permet quand même d'un modèle à l'autre à arriver à distinguer les pièces. Mais vous avez quand même beaucoup de pièces qui se chevauchent sur la planche et c'est pas très lisible. Et autre chose, les marges de couture ne sont pas comprises. Donc vigiler parce que ça m'est déjà arrivé, pas là j'ai fait attention, mais ça m'est déjà arrivé de me tromper et d'oublier de les rajouter. L'assemblage,
est très simple, comme je vous disais. Vous avez un dos, un devant, les deux sont coupés au pli. On nous fait découper du coup les bandes de bord-côte pour les emmanchures et les encolures. Bon, au niveau des finitions, bon, c'est bien parce que c'est une cousette rapide, c'est pour les enfants, ils font pas trop cas. Mais il y a certaines choses où la prochaine fois, parce que j'ai prévu d'y en coudre un autre, même deux autres, puisque le modèle il tombe très bien, la prochaine fois je m'y prendrai autrement, je ferai harmoniser. Je vous montre. Au niveau des finitions, on nous fait faire l'assemblage de l'encolure un peu à l'allemande, parce que c'est des finitions qu'on voit sur les magazine de couture allemand. Donc, moi j'aime bien, vous voyez, si je vous montre l'encolure, vous n'avez pas la couture d'encolure au milieu dos. Donc ça c'est quelque chose que j'aime bien parce que du coup je trouve ça plus joli et c'est une finition que moi j'ai mis par exemple sur mon pull brume. Par contre ce qu'ils vous font faire, c'est qu'ils vous font assembler une épaule, vous posez votre bande d'encolure et après vous assemblez la deuxième épaule avec la bande d'encolure. Et vous vous retrouvez à avoir votre surjet en fait apparent au niveau de l'encolure, mais aussi sur la tranche. Donc moi ça je suis pas fan parce que du coup déjà ça gêne un peu au niveau de... ça peut gratouiller. Et puis bon visuellement je trouve que c'est pas ce qui se fait de mieux. Donc pour être sûr que ça la gêne pas trop et que ça bouge pas, j'ai fait une surpiqûre dessus, ici là. Pour que justement la couture reste plaquée vers l'arrière. Donc c'est une modif que j'apporterai moi la prochaine fois. Je ferai l'assemblage des deux épaules, de la bande d'encolure et après j'assemblerai autour. C'est bon, c'est du chipotage, hein, on est d'accord. Ils nous font faire le même principe au niveau des emmanchures. C'est-à-dire ça c'est plutôt pas mal, vous avez monté l'épaule, vous montez la bande d'encolure et après vous venez assembler le côté. Bon. C'est, voilà, du coup, pour le coup, on peut pas faire plus rapide à assembler. Parce que je crois que je l'ai fait en 20 minutes, le t-shirt. Donc, ourlet compris. Donc, du coup, c'est assez imbattable. Au niveau des ourlets, je me suis pas trop embêtée. J'ai fait un surjet à la surjeteuse, en fait, et j'ai juste rabattu et piqué. Ça permet en fait de... Pourquoi je fais comme ça? Même sur le jersey, hein, je fais comme ça. J'ai pas de recouvreuse. Donc là-dessus, c'est une machine qui me fait de l'œil depuis un moment, parce que vu que je coupe pas mal de jersey, y compris en lingerie, je me dis quand même que ça permet de faire des finitions comme on a dans le prêt-à-porter en fait. Et surtout, ça vous fait le surjet et ça pique en même temps votre couture, enfin, votre couture et votre ourlet. Donc ça permet de faire des finitions quand même assez propres. Bon, après, c'est la place aussi qui... je regarde parce que j'ai le chien au pied. C'est la place aussi qui parle, hein, parce que j'ai quand même une petite pièce, hein, et je me dis qu'en rajouter une machine de plus, je vais pas avoir la place. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Donc du coup, attendez, je vérifie. Pour le t-shirt numéro 27, je crois que je vous ai dit, du magazine Octobre. Ah oui, je lui ai fait la taille 146 cm. C'est affolant. Oui, c'est affolant parce que c'est un équivalent 12 ans bien tassé, alors qu'elle n'a même pas 8 ans encore. Elle est immense. Oui, c'est ça. Et je l'ai fait en tout, hein, décalcage, découpe du patron, assemblage en 1h30. Donc c'est clairement le genre de projet que vous pouvez faire sur un dimanche après-midi ou une soirée. Et c'est assez gratifiant. Donc ça, c'était le premier projet couture. Donc deuxième projet, c'est toujours pour ma fille. C'est une petite robe en Liberty. Oui, on est dans le Liberty à fond là. Donc pour l'histoire, vu qu'elle est quand même très grande, on est allé l'habiller pour préparer l'arrivée du printemps et des beaux jours. Bon, et depuis, je sais pas, on s'est porté la poisse, il fait un temps pas terrible. On était allé l'habiller pour préparer l'arrivée de l'été, et la pauvre étant très grande, elle est à la limite entre
ben, l'habillement pour les enfants et l'habillement pour les ados. Et la pauvre, en fait, elle voit des choses qui lui plaisent dans le rayon enfant, mais vu qu'elle est tellement grande et pour son âge, elle ne trouve pas les vêtements qui lui vont bien. Donc du coup, elle avait flashé sur une petite robe qui était assez semblable à celle-là. Une robe légère dans un tissu à fleurs bleues. Et la pauvre était toute triste puisque du coup, le modèle qu'elle avait vu, elle n'avait pas pu le trouver en magasin. J'ai dit, écoute, j'ai un tissu à peu près similaire à la maison. On cherche un modèle de robe dans les magazines et c'est parti. Donc du coup, je vais vous présenter le modèle. Toujours, en fait, voilà, je le ponce. C'est une robe qui vient toujours de cet octobre, magazine octobre de 2019. Ce petit modèle qui est la robe numéro 33. Je vais essayer de vous approcher le schéma technique. Voilà. Donc, c'est une petite robe toute simple qui se boutonne sur le devant et la particularité, c'est en fait deux petits volants au niveau des épaules et une petite ceinture. Donc, je lui ai cousu en taille 146 cm, sachant que ça va jusqu'à la taille 170. Donc, celle-là, je pourrais la refaire sans problème. Encore peut-être l'année prochaine et l'année d'après, nous verrons bien, si ça lui convient. Donc, je vous la montre de plus près. Et je vais vous parler des nombreuses modifications que j'ai fait. Donc déjà, une petite ceinture, c'est juste un lien. Ce que je trouve un peu pas pratique pour une robe pour une enfant, parce que juste un lien, je pense qu'au bout du premier jour, il sera perdu. Donc je pense que je vais y faire des passants sur le côté. Donc, du coup, vous avez sur ce modèle, on ne les voit pas très bien sur le tissu qui est chargé quand même, vous avez en fait un empiècement devant et dos, où vous avez des fronces dans le dos et des fronces sur le devant. On a donc une grande patte de boutonnage sur tout le long de la robe, patte de boutonnage rapportée. C'est pas ce que je préfère, mais ma foi, ça marche. Donc maintenant, on va parler des modifications que j'ai apportées. Cette robe était prévue donc dans le magazine avec juste une finition au biais, en fait, au niveau de l'encolure et des emmanchures. Ce qui voulait dire qu'en fait, on avait la couture des empiècements dos et devant apparentants. Donc je me suis dit, vu que ma fille est quand même là un peu sensible dès qu'il y a un truc qui lui gratte, et que bon, j'ai pas envie de passer 3 heures à monter une robe pour pas qu'elle la mette, hein, je me suis dit, je vais quand même faire différemment pour les empiècements, pour pas qu'elle ait la couture à même la peau. Donc j'ai doublé intégralement les empiècements devant et dos. Ça ressemble à rien. Donc du coup, j'ai tout doublé. Hop. Je sais pas si vous allez mieux le voir comme ça. Même pas. Ce qui m'a rajouté quand même une petite difficulté de montage pour les volants et pour la finition d'emmanchure. Oui et non, l'emmanchure pas trop, mais pour les volants, et étant donné que c'est vraiment tout petit, faire un montage en fourreau sur des pièces aussi petites, c'est, j'avoue, un peu fastidieux. Bon, j'y suis arrivée, hein. Le résultat est pas mal, c'est juste qu'il y a forcément le montage en fourreau, quand vous le faites pour un empiècement dos, vous avez que en gros la couture de l'empiècement et les coutures au niveau des épaules. Quand vous rabattez tout le tissu pour pouvoir faire vos coutures, ça se fait plutôt bien, vous arrivez à ressortir le morceau.
Là, il a fallu quand même que je me gratte bien la tête, hein, parce que j'ai voulu faire ça aussi pour la manchure. Donc j'ai pu faire le fourreau sur les devants, les emmanchures, par contre sur la couture dos. Sinon je pouvais pas ressortir le morceau. J'ai juste fait un... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas simple à expliquer. Mais du coup j'ai pu faire la méthode du fourreau ici, ici, ici. Et après derrière j'ai en fait fait un repli. Et j'ai bâti et j'ai fait une surpiqûre. Mais bon, du coup, le résultat est bien puisque vous n'avez pas de couture apparente au niveau des emmanchures et au niveau des empiècements dos et devant. Donc, je trouve que c'est quand même plus qualitatif en termes de finition qu'une finition au biais juste au niveau de l'encolure et ensuite la couture rabattue au niveau des empiècements dos et devant. Ensuite, on vient rajouter, une fois qu'on a fait ça, je suis venue rajouter du coup la pâte de boutonnage pour pas cartonner mon tissu qui est quand même très... c'est un Liberty qui est très fluide. Pareil, il vient d'un fond de coupon que j'avais sur la boutique. Comme ça me permet de liquider les stocks. Sachant qu'il en reste, si jamais ça vous intéresse. Mais du coup, pour pas le cartonner, je n'ai entoilé, au niveau adaptation, voilà, je n'ai entoilé que la demi-pâte de boutonnage, et pas l'ensemble, parce que je voulais pas me retrouver avec deux épaisseurs d'entoilage, et que parce que des fois ça vous le fait, ça rigidifie du coup la pâte de boutonnage par rapport au reste du projet, et au porté ça se voit. Et là je suis assez contente d'avoir fait ça, parce que du coup on perd pas... on perd, même si c'est un entoilage léger, hein, c'est vraiment du léger que j'ai utilisé, on ne perd pas trop en souplesse du tissu et ça rajoute quand même de la résistance pour faire ne serait-ce que les boutonnières. Voilà, donc après on fait les boutonnières. Au niveau finition en bas, il nous faisait faire en fait fermer d'abord le biais, endroit contre endroit, puis on retournait, on posait son biais d'une certaine manière et après on venait faire l'ourlet par-dessus. Bon, j'étais pas fan de la finition, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait... En plus, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je suis pas allée jusqu'au bout. Bon, du coup j'ai voulu faire une finition un peu différente au niveau de l'ourlet du bas. Donc j'ai d'abord assemblé l'ourlet, la pâte de boutonnage. J'ai fait une première couture au niveau de la hauteur d'ourlet sur la pâte de boutonnage pour pouvoir la retourner et faire quelque chose de propre. Ben non, même pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Si, c'est ça. Si, c'est ça, parce que je l'ai fait sur l'endroit et après j'ai replié. Et comme ça permet d'avoir quelque chose qui suit, plutôt que d'avoir un surplus de tissu, l'ourlet sur la pâte de boutonnage. Voilà. Ça, c'est les principales finitions. Ensuite, tout le reste, les côtés, j'ai juste fini avec un coup de surjeteuse et les coutures rabattues sur le dos. Voilà. Petit projet qui m'a pris quand même un petit peu de temps, puisque au niveau de la finition des volants, sur le catalogue, il vous propose de faire en fait un rouloté tout le long du volant avant de faire les fronces. Je n'ai pas choisi cette finition-là. Pourquoi? Parce que vu que c'est un tissu à motif, je ne me voyais pas faire une bande de rouloté bleu marine, parce que c'est en fait le fil que j'ai utilisé et bleu marine, c'est ce qui passait le mieux, mais je ne me voyais pas faire un gros trait. J'avais peur que ça alourdisse en fait la manche, tout simplement, ou visuellement. Donc je me suis fendue d'ourlet mouchoir sur tous les volants. Oui, en fait, un truc qui aurait dû être hyper rapide comme cousette, en fait, je me la suis vachement compliquée parce que j'ai rajouté un montage au fourreau, des ourlets mouchoirs, j'ai modifié le montage de la pâte de boutonnage, bon bref. Au lieu d'y passer un après-midi, j'ai passé un temps certain, un après-midi je crois, plus une ou deux soirées, plus hier après-midi.
une petite heure où j'ai fait toutes les boutonnières en fait. Chose que je retarde en fait à chaque fois. Pourquoi elle n'est pas finie depuis 15 jours, je crois, j'ai démarré. C'est parce qu'en fait, les boutonnières, j'ai beau avoir une machine qui marche super bien, qui fait de belles boutonnières, il y a toujours un moment où il y en a toujours une dans le lot qui foire. Je sais pas si ça vous fait pareil à vous, mais moi ça me l'a fait, bon pour une fois, heureusement, à la dernière qui était tout en bas. J'ai ma machine, je sais pas, elle a bloqué et elle s'est arrêtée en plein milieu de la boutonnière. Sur un des deux côtés là. Donc j'ai arrêté, j'ai coupé le fil, j'ai rebobiné ma canette, enlevé le morceau qui s'était coincé, pardon, je le mets qui gratte. Enlevé le morceau qui s'était coincé dans le compartiment avec la canette. J'ai réussi à découdre proprement, ça n'avait pas trop abîmé le tissu et puis j'ai pu refaire ma boutonnière. Mais souvent ça m'arrive, vous voyez quand vous faites un chemisier, ça me le fait souvent au bouton qui a en haut, comme pas de chance, celui qui se voit toujours le plus quoi. Donc vous me direz si vous avez aussi la malédiction des boutonnières, mais voilà. Donc j'espère que vous avez réussi à suivre, parce que ce matin je sais pas ce que je parle vite, et j'ai l'impression de tout sortir d'un coup. Donc ça c'est pour la partie couture, en fait, voilà, vraiment des cousettes enfant ce coup-ci. Le t-shirt, je vais, comme je vous ai dit, le refaire puisque j'ai commandé du tissu chez les filles à pois. Un très joli jersey blanc avec des petits cœurs roses. Donc je l'ai fait choisir à la petite. Et un deuxième que je vais faire blanc, tout blanc, mais sur lequel je vais mettre ces petits transferts. Voilà, je pense que ça peut bien le faire. Je sais pas d'où ça vient, parce que c'est ma maman qui me trouve ce genre de choses, mais je sais pas où elle les achète. Et je pense que la petite, ça va bien y plaire, et puis ça fera pas l'effet maman m'a cousu un t-shirt. Ça fera un peu illusion, et ça donnera l'impression que ça vient du commerce. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire au niveau de la couture. Du coup, on va passer à la partie tricot. Non, je vais vous parler d'autre chose avant la partie tricot, quelque chose que je vous promets en fait depuis au moins 3 vidéos, et j'en parle pas parce que j'ai jamais le temps. On va parler broderie. Donc la broderie, j'en fais de temps en temps, mais surtout quand je suis ce que je me rends compte, en congé. Pourquoi je sais pas. Parce que je suis plus détendue, parce que c'est un moment où j'essaie de pas trop travailler pour la boutique, et pour pas trop travailler pour la boutique, et bien j'essaie de faire autre chose que de la couture. Je fais quand même beaucoup de tricot pendant ces périodes-là, mais j'ai toujours besoin d'une autre activité pour, ne serait-ce que pour reposer les mains. Ça reste quelque chose de manuel, mais vous comprenez pour changer de geste en fait. Et du coup, broderie traditionnelle, ouais, j'en fais un peu. Vous avez lui là, qui est en fait comment on appelle ça? J'appelle ça un template, mais un motif que vous avez gratuitement sur ma boutique en ligne. Mais voilà, de la broderie traditionnelle, j'en fais de temps en temps. Mais dernièrement, je me suis mis au sashiko, qui est en fait cette broderie traditionnelle japonaise. J'aime beaucoup. Parce que je pense que vous l'avez compris, j'aime bien tout ce qui est géométrique, avec des formes bien définies, nettes. Et bon, là, on y est carrément dedans. Hein. Donc, ça, c'est un motif, un des plus classiques, hein, c'est une étoile. Je vais vous le rapprocher, j'arrête de parler. Donc c'est un motif d'étoile, ça vient d'un kit. C'est un kit comme ça, dans lequel vous avez la toile qui est déjà imprimée, la notice avec les explications en japonais. Mais mon fournisseur en fait les a traduites, donc ça c'est pas mal. Vous avez l'aiguille, parce que c'est des aiguilles, je
je vais vous montrer ça, qui sont pas tout à fait les mêmes, je vous le montrerai après. Ce sont des aiguilles beaucoup plus longues que ce qu'on a l'habitude, nous, d'utiliser en France pour la broderie traditionnelle. Et après, ce sont des fils comme ça. Celui-ci, c'est un fil qui est chamarré, en fait, qui est dégradé et change de couleur au fur et à mesure. Ce qui, quand on reçoit la bobine, les chevettes, en fait, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais une fois brodé, c'est bien senti, en fait. L'évolution de couleur marche bien. Et se font bien, finalement, avec la toile. Donc, très très sympa, parce que, du coup, c'était une première pour moi. Ça m'intriguait depuis un petit moment. Mais la finition... je fais la moue parce que je vous dis la finition est super, mais j'ai pas coupé les fils. En fait, on a une manière de débuter et d'arrêter les fils en sashiko qu'on n'utilise pas en fait en broderie traditionnelle. La broderie traditionnelle, on va vous faire un nœud, même si normalement il ne faut pas en faire. Vous allez en fait laisser dépasser un bout de fil sur l'arrière, broder quelques points et en fait entortiller au fur et à mesure votre fil pour le tisser quelque part. Alors que là, en fait, en broderie sashiko, vous allez faire quelques points avant le début du motif et revenir en arrière en passant dessus, ce qui va vous les bloquer. Donc après, vous pouvez couper les fils... bon, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez couper les fils quand on fait ça proprement. Donc ça, c'est un kit qui permet de faire un petit coussin, enfin une petite housse de coussin. Elle fait combien? Ouais, un peu moins de 40 cm. Et du coup, je sais pas si je vais le garder en housse de coussin ou si je vais pas. Donc du coup, c'est moi qui ai surfilé. Ou si je vais pas en fait le garder pour faire le corps d'un tote bag. Parce que je trouve que le motif est tellement beau et encore une fois tellement graphique que bon, déjà sur un coussin, je le vois pas forcément chez moi, enfin dans mon intérieur. Même si dans cette pièce il y a un peu de bleu, mais j'ai pas de bleu dans le reste de la maison. Et je me dis que sur un sac ou un sac à projet, ouais, un tote bag ou un sac à projet, ça peut le faire. Même, ça fait quoi si je le ratatine un peu? C'est dommage. Mais sur un tote bag, ouais, pour faire un des deux panneaux, je pense que ça peut être sympa. Je vais garder, si je fais ça, je garde quand même la double épaisseur de tissu. Donc je pense que je vais coudre les côtés, le retourner. Et après, soit l'appliquer sur un autre tote bag pour faire par exemple une poche. Ouais, soit faut que je réfléchisse encore le truc, mais ouais, je pense que sur un sac, ça peut être sympa. Donc après, au niveau de la construction, de la broderie, c'est sympa parce qu'on commence par faire de mémoire le cadre, tout le tour. Et après, on a, comment dire, une certaine logique pour faire le dessin, qui est en fait logique. Pour économiser du fil en fait. Vous allez, on va pas faire des grands allers-retours. On va suivre un chemin bien particulier pour en fait pas perdre de fil bêtement. Et puis c'est surtout que à la base, c'est mon côté monomaniaque, ça se renseigne sur les trucs. À la base, le sashiko, c'est comme le burro. Le burro, c'est un autre style de broderie japonaise qui, elle, est une broderie de renforcement. Mais le sashiko, ça servait aussi à, comment dire, renforcer les vêtements. C'est une broderie décorative qui permettait en fait de tenir ensemble plusieurs épaisseurs de tissu pour faire en fait une espèce de molletonnage à l'époque, mais quelque part esthétique. Donc c'est pour ça que vous avez souvent des lignes en biais, parce que du coup ça vous permet de faire une trame, et après on décore le reste comme ça. Donc d'où la logique de, on commence en fait voilà, on commence par les biais, les horizontales, et après on vient faire les zigzags pour celui-là du moins, si je me souviens bien, parce que je l'ai fini. Il y a un petit moment déjà celui-là en fait que je vais vous en parler, j'ai fini il y a un moment. Et du coup, une fois que j'ai eu fini celui-là, je me suis dit je vais en faire un autre. Donc celui-là très bien pour démarrer, puisque comme je vous dis, vous avez tout le tissu en fait qui est imprimé. Un peu comme sur certains motifs de point de croix où vous avez le dessin imprimé sur le tissu. Là c'est imprimé suffisamment fin pour que votre fil en fait cache
l'impression en fait. Et l'avantage, c'est que c'est imprimé en pointillé, donc vous avez le bon espacement de points. Ce qui, je vais vous montrer la suite, est plus dur à faire quand vous tracez vous-même votre motif. Parce que du coup, pour être régulier, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, le deuxième motif, enfin, là on peut parler de projets plus larges. Ça sera par contre pour le coup une vraie housse de coussin. Hop, que j'ai commencé là pendant les vacances de Pâques. Qui mine de rien m'a pris du temps parce qu'il y a quand même un cadre avec... déjà il m'a pris du temps, pourquoi parce que du coup c'est moi qui décide un peu qu'est-ce que je mets dans les différents cadres. Du coup je suis partie tout simplement d'une bande de tissu que j'avais... voilà, pour le coup c'est vraiment du voile de coton que j'avais dans mon stock, une chute. Du coup j'ai fait une bande de 44 cm de haut sur la largeur de, enfin, voilà, de 40 cm sur la largeur de la laise. Parce que du coup, comme ça, j'ai pu passer ma chute. Et c'est surtout que dans ma logique, vu que je veux en faire une housse de coussin, comme ça, je replie. J'ai le motif au milieu, pardon. Et quand j'aurai fini, je ferai que replier derrière. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, je ferai que replier derrière et ça me fera une housse avec la fente pour pouvoir mettre le coussin et surtout la laver sans avoir à découdre, parce que l'autre, en fait, c'est en gros l'idée, c'était on cousait tout le tour et on bourrait avec de la bourre, sauf que quand c'est sale, on peut pas le passer en machine, quoi. Et donc, du coup, le fait d'avoir fait ça, c'est pas mal dans l'idée, sauf que c'est un peu plus compliqué à manipuler, parce que du coup, ça fait quand même une grosse longueur de tissu. Et après, je suis partie, en fait, des motifs que j'ai décidé moi-même. Donc la fleur, ça c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est ma fille, puisque ça sera pour sa chambre. La fleur, elle vient d'un petit gabarit comme ça, que j'avais trouvé à la fête du fil à la Bastide de Rouyrou, avec ce fil-là, l'été dernier. Du coup, c'est une fleur, c'est pas une fleur de cerisier, je sais plus ce que c'est comme fleur. Je crois que c'est hibiscus, je suis pas sûre. Je regarderai, je vous rechercherai le nom du motif. La difficulté, donc quand on a ce genre de gabarit, c'est tombé. La difficulté, c'est qu'en fait on trace, mais qu'on n'a pas les... comment dire, la longueur des points. Donc c'est beaucoup plus compliqué en fait d'être régulier, comme vous pourrez le voir. J'ai des endroits là qui sont pas terribles. Surtout qu'en fait j'avais commencé par ça, avant même d'avoir fait le cadre. La fleur me plaisait, j'ai voulu démarrer par ça. Il aurait été plus judicieux de démarrer par le cadre, ne serait-ce que pour se refaire la main sur la longueur du point, quoi. Voilà. Ensuite, donc on a cet autre motif que j'avais tracé moi-même, qui en fait est fait de... Pardon, cet autre motif qui en fait est fait de cercles qui se croisent. Je vais vous montrer ça de plus près. Que j'ai fait en fait avec... comment dire, un emporte-pièce en fait rond. On fait avec ce qu'on a à la maison. Qu'est-ce que c'est? Il y a tout qui tombe. On fait avec ce qu'on a à la maison et qui lui se fait pareil avec une logique comme les étoiles. On fait les... On suit, je sais pas si vous allez comprendre, clac, clac, en diagonale en fait, les arrondis, l'un, l'autre, on refait, on redescend et après on fait dans l'autre sens. Et le dessin se fait... Ce que j'aime bien, c'est que justement le dessin, vous ne le voyez pas tout de suite apparaître. Et arrive un moment où là, ça y est, paf, vous avez fait assez de croisés pour que le dessin se dessine et c'est sympa. Donc là, maintenant, il ne me reste plus qu'à décider ce que je vais faire d'autre. Je vais certainement rajouter une fleur dans la diagonale, là, dans ce carré-là. Je pense faire une fleur de cerisier. Faut que je trouve le motif pour le décalquer.
Et surtout, après c'est surtout sur les autres, je ne suis pas encore décidée, je ne sais pas si je rentre... Là je vais faire certainement des choses géométriques, hein, sur celui-ci là, en diagonale. Mais c'est sur les 5 autres là, je sais pas ce que je fais. Est-ce que je le laisse vide? Est-ce que je fais juste des points avec du tissage? Ça se fait aussi. Mais je vais voir en fonction de mon humeur. Voilà ce que j'avais à vous dire pour la broderie. Puis je me dis que... Enfin je me dis, vous allez me dire aussi, un motif comme ça, sur un empiècement de robe, pas tout un projet, mais juste un empiècement là. Je pense que ça peut le faire ou dans le dos, ou parce que j'ai vu des projets là sur des trucs passés sur Pinterest, bon aussi avec de la broderie un peu anglaise, qui moi n'est pas mon... Comment dire, ça me parle pas. Ça me parle pas, c'est très joli, c'est très charmant, et je me dis que si je l'interprète avec des motifs géométriques ou comme ça par contre c'est le genre de truc qui me correspondrait plus. Voilà. Bon, du coup j'arrête mon blabla broderie, et on va ce coup-ci vraiment passer à la partie tricot. C'est parti. Donc, côté tricot, je vais vous parler d'un projet terminé, 3 en cours, oui, 3 en cours, et d'une envie tricot d'été. Voilà, donc la première chose dont je vais vous parler, c'est ce qui est à côté de moi, c'est le top Aconite de Audrey Bourrico, alias Young Flex sur les réseaux. J'ai eu la chance de tester ce top le mois dernier. Je vous en ai un peu vaguement parlé sur ma dernière vidéo, mais je ne pouvais pas vous le montrer puisque le patron n'était pas encore sorti. Donc là, ça y est, il est sorti. Donc c'est un modèle, en fait, je bouchais dessus avant même qu'elle lance l'appel au test, parce que il a la particularité d'avoir ce superbe point qui fait un effet tweedé. Donc vous de loin, vous voyez juste des rayures, mais en fait, je vous le rapprocherai tout à l'heure, vous avez surtout un jeu de texture. Je vais attraper l'échantillon, je vais vous le montrer de plus près. Voilà, au niveau de l'échantillon, je vais vous montrer ça. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ça se voit pas trop. Mais vous avez un jeu de texture avec des mailles à envers, des mailles glissées. Et c'est ce qui donne ce petit effet tweedé en fait. Quand on l'a de près, on voit que les couleurs se fondent un petit peu, et c'est ce que j'avais trouvé super comme idée en fait sur le projet. J'avais beaucoup aimé le choix des couleurs d'Audrey, qui était partie sur un rose et un bleu, sauf que quand elle a lancé l'appel au test, ouais, voilà, le rose et le bleu c'était ça, ces choix de couleurs. Sauf que quand elle a lancé l'appel au test, le fil recommandé en fait dans le modèle, c'est de la Knitting for Olive coton mérino, et en fait au moment de l'appel au test au mois de février, oui c'est ça parce que je l'ai commencé le 25 février, je l'ai fini le 14 avril, au mois de février en fait ils étaient en rupture quasiment sur toutes les couleurs, et il restait que des couleurs qui moi me parlaient pas du tout. Donc je suis partie sur de la laine à la base Cost, qui est en fait un fil d'été, hein, donc c'est laine et coton, en couleur bleu marine et en gris clair. Donc plusieurs choses sur ce projet. Je suis pas très emballée en fait par mon choix de couleurs. Je l'ai trouvé très joli sur l'écran. C'est un peu la difficulté en fait quand on choisit des couleurs en ligne et qu'on les a pas sous les yeux. À l'écran, ça rendait, enfin surtout celle-ci, avait un côté beaucoup plus lumineux. Et là, je trouve que ça fait limite éteint et fadasse en fait. Voilà. Ce qui, pour moi, je trouve que le résultat est un peu trop fadasse, mais c'est vraiment lié au choix de couleurs. Mais je pense que c'est lié au type de laine. Après, la laine est plutôt sympa, le fil. Mais je trouve que les couleurs sont un peu éteintes, ou manque de saturation, je sais pas comment dire, voilà, c'est mon goût, à mon goût.
Après, les deux ensemble marchent bien. Justement, je trouve que l'effet tweedé des deux matchent plutôt bien. Le plus simple, je vais le passer et on va voir ensemble. Allez, je vous montre ce que ça donne au porté. Et on va parler de deux, trois petites choses. Donc, comme je vous ai dit, il est... donc, je disais, le chien est sorti. Donc, il est cropped. Et je suis pas forcément à l'aise avec ça. Surtout milieu professionnel, je travaille qu'avec des hommes, donc c'est pas forcément... je serai pas à l'aise au quotidien, donc je pense que déjà, première modif, je vais le reprendre, je vais le rallonger un peu pour qu'il arrive là. Mais au moins là, du coup, je rentrais dans le cadre du test. Hein. Après, voilà, c'est des questions de morphologie et d'habitude, et de ce dans quoi on est à l'aise ou pas. L'autre chose, c'est je m'interroge beaucoup sur les manches. Parce qu'encore une fois, c'est pas... Comment dire, ça n'a rien à voir avec le modèle, mais c'est juste pas le type de manche que je porte. Je pense que pour l'été, ça doit être génial parce que je vais laisser quand même sa chance à ces manches-là. Je pense que pour l'été, en début de journée ou en soirée, il est assez ample, justement pour pas qu'on étouffe. Dans le sud, ça peut être sympa pour les soirées fraîches, mais aussi pour les gens qui, comme moi, travaillent dans des bureaux. Petit lapsus, non, tout va bien, je suis très bien dans mon boulot. Dans des bureaux où en fait la clim peut être soit très forte, soit inexistante, mais ça permet de se protéger un petit peu des courants d'air et tout ça. Mais encore une fois, je suis pas habituée à avoir ce genre de manche, donc je vais le porter, je vais voir ce que ça donne, mais je pense qu'au pire, soit je les rallonge pour en faire des manches longues, soit je le transforme vraiment en t-shirt, en détricotant les manches et en faisant juste des bandes de côte. Et je pense que là, je le porterai un peu plus. Mais déjà, je vais commencer par rallonger le corps pour être moins sur un effet cropped. Quoique, je l'ai pas encore porté parce qu'en fait, il fait tellement pas beau que je sais pas en fait, je ne sais pas et je sais pas avec quoi le porter. Je pense que le fond du problème, c'est ça. C'est que mes jeans sont pas assez taille haute. Il faudrait que je me couse, mais d'ailleurs c'est prévu. Il faut que je me couse un jean, peut-être avec qui soit un peu plus taille haute. J'ai un coupon rouge, je pense que ça peut le faire. Pour voir ce que ça fait dans un premier temps. Sinon, je l'adapterai pour qu'il convienne un peu mieux à ma morphologie. Donc après, ce que j'apprécie, c'est la grande encolure là. Justement, qui est dégagée, donc pour l'été ça sera sympa. La finition là, de l'ourlet rouloté, je trouve ça très très joli. Et après, je vais vous montrer tout le point texturé que vous avez là. Ça, c'est top. Et donc, ce que j'aime beaucoup, c'est des motifs qui se poursuivent en fait du corps sur les manches. Donc, ça, c'est le genre de détail qui me fait dire raccourcir les manches, c'est dommage parce qu'il y a quand même un travail. C'est vrai que là-dessus, Audrey a quand même travaillé. Justement, si on a cette partie-là, c'est pour que les motifs se poursuivent. Et moi, c'est quelque chose auquel je suis sensible et qui me plaît beaucoup. Parce que quand on fait de la couture, on essaye justement on recherche ce petit détail-là. Donc là, je trouve ça hyper plaisant. Donc je pense que si le temps s'y met vraiment, je vais commencer à le porter. Et après, je verrai ce que je fais par rapport aux manches. Parce que s'il faut, je vais y être bien et rien que de rallonger le corps, ça va me convenir. Ou alors, si je vois que je le porte pas, soit je les rallonge pour avoir un pull mi-saison avec des manches et je finis par resserrer vraiment les poignets pour avoir quelque chose de manche bouffante peut-être. Pour pas avoir à retricoter deux manches en motif texturé parce que c'était quand même... c'est des manches quoi. C'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Et sinon, voilà, non, après... toujours pareil, les explications d'Audrey sont toujours limpides. Et je trouve que cette encolure est pas mal. Moi, je trouve qu'elle tombe bien parce qu'elle tombe bien sur les... comment ça s'appelle ça? Clavicule? Non, clavicule, c'est derrière. Je sais pas. C'est nos noces là.
Je trouve que justement ça souligne bien cette partie-là. Voilà. Donc c'était le top aconitant que j'ai tricoté donc en Cost de Holzgarn. Les coloris, je vous les ai donnés, je les mettrai dans la barre de description plus bas, et que j'ai prévu donc de retricoter pour cet hiver en Drops Lima. Voilà. Donc c'était tout pour le premier projet terminé, et maintenant on va passer à mes encours. Donc 3 encours, ce qui pour moi n'est pas habituel. Nous avons 2 châles. Oui, c'est tout à fait de saison, donc 2 châles et une paire de chaussettes. Alors, je vais commencer par quoi? Les chaussettes, tiens. Les chaussettes, je suis en train de tricoter les chaussettes Roquette de Unit Tool. Non, les chaussettes basket, pardon. C'est vrai qu'elle a des noms de patrons qui se ressemblent. Voilà. Donc, ce sont des sockets qui ont la particularité d'avoir cette espèce de petite languette là. Comment dire, en revers, avec un revers et pas avec des côtes. Et je m'en étais déjà tricoté une paire, je crois que c'était la 2e paire de chaussettes que je faisais quand je me suis mis aux chaussettes. Et l'avantage, c'est que du coup on est sur des sockets et pas des chaussettes, donc elles sont beaucoup plus basses, mais le fait d'avoir ce petit revers qui, comme vous pouvez le voir, on voit rien, mais comme vous pouvez le voir en fait, a une forme en fait, est arrondi, ce qui fait que ça ne glisse pas dans votre chaussure quand vous les portez. Donc ça c'est super appréciable. Il y a une vraie étude au niveau de la morpho du pied. C'est pour ça que du coup j'ai refait ce modèle là. Ensuite on a ce que j'aime pas. Par contre ça j'aime pas, mais je l'ai fait pour me forcer à en faire. C'est un talon renforcé à gousset. C'est pas ce que je préfère. Moi je préfère les talons à rang raccourci, ça va plus vite. Et c'est surtout que le talon renforcé à gousset, il y a toujours un moment où je me trompe. Et je relève pas bien les mailles, ou enfin voilà, bref, il y a toujours un truc qui chez moi fonctionne pas bien. Mais là je suis assez contente, il est plutôt bien fait. Je vais peut-être vous les passer. Après, le patron est vraiment super. C'est le seul patron que j'ai tricoté de Noémie, je crois qu'elle s'appelle. Mais au niveau explication, il y a... Oula. Au niveau explication, il y a tout ce que j'aime. C'est-à-dire, vous avez un patron, bon, qui est concis, ça reste des sockets, hein, il n'y a pas besoin non plus de 15 000 pages d'explication. Mais quand elle vous dit répétez ces 2 rangs 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, vous avez... C'est bête, hein, mais c'est pratique. Vous avez des cases à cocher. Et mine de rien d'avoir ça, vous cochez votre case. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper sur les répétitions. Et ça, moi, je trouve ça génial. Qui c'est qui faisait ça aussi? Loli Lafay faisait ça sur son ancienne version du châle Madeleine. Et ça, je trouvais ça vraiment super. Je vous la passe. Hein, et j'essaie de vous montrer ça de manière très élégante. Donc, du coup, je vous montre la soquette. Donc, le talonnet tombe super bien. La longueur aussi. Et l'avantage, je sais pas si je vais arriver à vous le montrer, du revers là, c'est que vous avez cette petite partie qui sort de la chaussure, mais pas plus. Donc vous pouvez jouer d'effets contrastants. Et encore une fois, la forme fait que la chaussette, la soquette, pardon, ne glisse pas dans votre chaussure. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal, parce que c'est le problème que j'ai eu au début, parce qu'au début je tricotais des soquettes, parce que la première chaussette que j'avais fait, je l'avais trouvée tellement interminable qu'après j'avais fait des soquettes, mais le problème des soquettes c'est qu'elles glissaient dans la chaussure, et que je trouvais pas ça pratique en fait. Mais bon, du coup, si vous cherchez un patron bien expliqué, franchement je vous le recommande. La seule chose, moi j'ai fait une adaptation. J'aurais dû l'appeler comme ça, le podcast de l'adaptation en fait. Il n'y a rien que j'ai fait comme c'était écrit. Tout va bien, de tous les projets que je vous montre depuis le début. Du coup, au niveau du talon renforcé à gousset, dans ce modèle-là, c'est un talon en point moussant. Moi, je l'ai fait en jersey endroit. Voilà, c'est rien de
J'ai fait des mailles envers sur l'envers au lieu de faire des mailles en droit tout le temps. Donc il n'y a rien de très compliqué, mais je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli. Voilà. Je ne l'ai pas porté, elle est déjà pleine de poils de chien, tout va bien. Et après on finit par une pointe somme toute classique. Bien que maintenant que j'ai découvert les pointes arrondies, je pense que je vais bientôt être en capacité de me faire ma recette de la chaussette ou de la soquette parfaite en fait, qui correspond vraiment à ce que j'aime faire. Je pense que je suis pas loin. Donc ça c'était la première, et la deuxième en fait, voilà, j'ai juste fait, du coup on le voit bien là, j'ai juste fait le revers et le début. Là j'en suis au moment, je sais plus comment ça s'appelle cette partie là, parce que j'aime bien son patron parce que il y a l'anatomie des chaussettes. Ouais, j'ai juste fait la petite languette qui dépasse et le début de tige, et j'en suis déjà, vous voyez, au moment où on commence à faire le talon. Donc c'est vrai que ça va plutôt vite. Je vous ai pas parlé des laines, donc on va faire ça rapidement. Oui, les laines. Donc pour celle-ci, c'est une laine que j'avais dans mon stock, je crois qu'elle n'existe plus. C'est de la cheval blanc, balade, qualité de balade. Au niveau du coloris, je suis incapable de vous dire ce que c'est puisque je n'ai plus l'étiquette. Et c'est une laine que je n'aime pas du tout. Je vous la vends bien. Non, j'aime pas le... Alors, au porté, ça va, parce que j'ai déjà fait une paire de soquettes avec. Mais j'aime pas le motif que ça fait. C'est trop chamarré pour mes goûts. Voilà, c'est pas... Je pensais que ça ferait quelque chose un peu comme des speckles, mais en fait, non, ça fait des espèces de zébrures pas tip top. Donc, et la deuxième, c'est de la Drops Fabel. Vous la connaissez puisque c'est cette laine que j'ai utilisée. Oula, elle sort rouge, alors qu'elle est plutôt rouge cerise. C'est cette laine que j'avais utilisée pour les chaussettes de ma fille que je vous ai présentées la dernière fois, quoi. Voilà. Donc ça, c'était les chaussettes basket de Unit Tool. C'était pour le premier en cours, mais comme on sait, les chaussettes, ça compte pas. Deuxième en cours, donc vous le connaissez déjà. C'est mon châle Madeleine de Loli l'a fait, donc je vais passer très vite parce que ça fait déjà 2-3 fois que je vous le présente, mais il a bien avancé parce qu'une fois que j'ai eu fini le test pour Audrey, bon, j'ai démarré les chaussettes à peu près en même temps, ouais, je crois, mais j'ai bien avancé sur cette bête là puisque la dernière fois que je vous l'ai montré, on était là au petit marqueur là. Donc j'ai fait tout ça, et j'en suis rendue à l'avant-dernière section. Donc ça sent bon, ça sent la fin. Bon, ça sent surtout que je suis à 375 mailles par an. Donc là, je l'ai laissé un petit peu de côté là pour le week-end. On est sur le week-end de 3 jours. Là, je me suis dit, je n'y touche pas. Je fais autre chose. Pour ça, j'avance sur les chaussettes pour les finir aussi, pour éliminer psychologiquement un encours. Mais ça sent plutôt bon, donc je pense que j'espère que la prochaine fois, je pourrai vous le présenter comme un projet terminé. Donc au niveau de cette section, elle était un petit peu de ce que j'ai fait depuis la dernière fois. Donc j'ai fait... Attendez, pas pratique à vous montrer. Donc c'est... Où es-tu ? Donc, j'étais dans une section de points moussants avec des trous. Après, on avait, vous voyez rien, du point moussant. Ensuite, on était censé sur le patron de base. Ça, vous le savez, parce que j'en ai déjà parlé. Normalement, c'est un châle qui se fait avec 3 écheveaux. Moi, je le fais qu'en une seule couleur. Donc, en fait, cette section-là, normalement, se faisait avec du jacquard. Donc, ce que j'ai fait, mais pour pas avoir juste du jersey en droit, en gros, à chaque fois qu'on devait faire du jacquard avec une couleur contrastante, moi j'ai fait une couleur en vert. Enfin, une couleur en vert, n'importe quoi. Un point en vert au lieu de faire un point en droit, ce qui fait que ça m'a fait une espèce de texture plutôt sympa. Et ensuite, donc, on a une grande partie de points mousse avec des jetés. Vous voyez rien, hein. Bah non, vous voyez rien.
Et ensuite une grande section qui normalement est avec des rayures. Donc quand on a des rayures, c'est motivant, mais là quand on a 23 rangs de... Oui, ça faisait 23 rangs, c'est ça, de points de mousse, où on est déjà à 325 de mémoire maille sur vos aiguilles. Bon, je l'ai fait. C'est bien, je suis contente. Mais c'était pas ce qu'il y avait de plus motivant. Mais j'avais quand même la motivation de voir le bout arriver. Et donc là, il me reste de mémoire une section, celle que je vais bien amuser, vous voyez, j'ai la banane. C'est une section de jersey avec des noppes. Donc ça va être plutôt rigolo. Et puis là où c'est bien fait, c'est qu'elle nous fait travailler par demi-section. Avec un jeu de rangs raccourcis, on fait d'abord un côté du châle, et puis après on vient faire l'autre pour pas se dégoûter des 375 mailles qu'on a sur les aiguilles. Et après, on finit, après ça, il y a juste une petite bande en point mousse, et puis c'est fini. Donc j'espère pouvoir vous le présenter fini la prochaine fois. Bon, après on est d'accord, hein, on est mi-mai, région toulousaine, même s'il n'a pas fait beau jusqu'à présent. Bon, je le porterai en septembre, quoi. C'est dommage. La vie est une question de timing, quoi. Mais bon, ça reste du tricot et c'est du plaisir. Voilà. Donc ça, c'était mon deuxième en cours. Le troisième en cours, c'est un châle aussi, mais que vous n'avez pas vu. C'est un petit nouveau. Allez, je vous présente ça. Donc, le dernier en cours que je vais vous présenter, c'est un châle. Et je vais commencer par vous montrer les laines. Alors attention, on n'est pas du tout sur des couleurs de saison, on est vraiment sur des tonalités automnales, dirons-nous, ou hivernales. Hop, donc c'est un châle qui se fait avec 5 couleurs. Donc on a du gris clair, du gris un peu plus soutenu, du noir, du jaune, et vous voyez un orange, mais c'est plutôt un brique en fait, rouge brique. C'est un châle donc, qui se fait avec 5 couleurs. C'est la première fois que je fais quelque chose d'aussi bariolé. Oui, puisque je crois que même le châle en mosaïque en avait que 4. Celui-là j'en ai 5 et puis 5 où on est vraiment dans des tons différents. Du coup, c'est un design de monsieur Stephen West, le fameux. Première fois que je tricote un projet de chez lui, c'est le Vertis Unit. Donc les sommets se rejoignent, je crois, la traduction. Hein. Donc c'est un très très grand châle. Enfin, très grand châle. Vous avez deux versions. Vous pouvez faire la version classique et la version grande. Et la grande version. Donc moi, je suis partie sur la grande version. C'est un projet que je tricote avec ma tricopine Isabelle, donc que je salue si elle passe par là. Et du coup, on en est toutes les deux à la section 2, on vient de finir, et on s'attend pour démarrer la section 3. Donc je vous montre la bête. Je sais pas si je vais avoir assez de recul. Donc on commence. Donc c'est un très très grand projet parce que moi j'ai décidé de faire la version longue parce que j'aime bien les gros châles doudous pour m'enrouler dedans. Comment je peux vous montrer ça? Allez, voilà. Donc si vous ne savez pas, quand vous allez sur la fiche Ravelry du modèle, vous avez ce petit schéma que vous pouvez télécharger pour savoir dans quel sens ça se construit. Et surtout pour pouvoir faire vos choix de couleurs. Donc je vais vous le montrer comme ça. Donc en gros, on commence le projet par une pointe ici, on fait cette grande section où on augmente d'une certaine manière et après on diminue d'une autre. Ce qui est assez marrant en fait, j'ai beaucoup aimé. Ensuite on vient récupérer, relever les mailles et on vient continuer le modèle dans ce sens-là. Je vous en dis pas plus, hein. Avec un jeu pareil d'augmentation, rang raccourci, tout ça. Faut acheter le modèle pour savoir un peu plus. Et là, on en est rendu au moment où il va falloir faire ce petit empiècement au milieu, où, si j'ai bien compris, il faut que je relise le patron, et Isabelle m'a dit qu'il y avait une vidéo, il faut que j'aille la regarder. On vient rattacher les morceaux entre eux et on façonne ce petit rectangle. Alors,
très amusant, franchement, très amusant comme projet et très instructif. Bon, je dois reconnaître que au bout d'un moment, quand j'en étais là, quand j'ai fait la section 1, en fait, arrivé au moment, à peu près là où vous voyez le marqueur, je l'ai laissé exprès, oui c'est ça. Là où vous voyez le marqueur, en fait, c'est la différence de hauteur entre... même pas, même pas. C'est bien en dessous, la différence de hauteur entre la petite version et la grande version. En fait, on fait beaucoup d'allers, on fait que des rayures au point mousse, donc jusque-là, rien de... En soi, il n'est pas du tout compliqué. C'est juste qu'il faut être vigilant pour garder le rythme d'augmentation et pas se tromper, mais vu qu'on a des rayures, je vous en dis pas plus, mais les rayures, en fait, nous aident à savoir où est-ce qu'on doit augmenter. C'est assez futé. Puis, il nous fait placer, Monsieur West, nous fait placer un marqueur à un endroit donné, ce qui nous servira après pour la section suivante, pour savoir où relever les mailles. Donc vraiment, au niveau de la construction, c'est très bien pensé. Les instructions aussi, même si ça pourrait être un peu plus... Comment dire, prendre un peu plus par la main, parce qu'il y a des fois des choses qui sont pas très claires, mais vraiment, ça se fait. Et après, moi, ce que j'aime bien, c'est que... C'est là ce que j'aime bien, comment vous dire, c'est qu'on apprend beaucoup, en fait, à lire son tricot avec un modèle comme ça. Puisque la logique d'augmentation va donner, la façon dont on augmente va donner une forme, en fait, à son tricot. Et si après on diminue ou qu'on dit ou on n'augmente plus, ben en fait votre ligne de tricot va prendre une autre orientation. Et ça, moi je trouve ça hyper plaisant parce que ça montre, en fait, quand on n'a pas l'habitude, comment dire, tout l'impact que peut avoir un point ou une augmentation, en fait, sur la forme de votre tricot. Voilà. Je m'amuse beaucoup. Donc là, comme je vous ai dit, j'en suis rendue... c'est immontrable, en fait. Immontrable. Donc, j'ai fait la section 1. Ensuite, on fait la section 2 dans ce sens-là. Pardon, on fait la section 2 dans ce sens-là. On met tout sur un câble en attente, ce qui est chouette, parce qu'en fait, il y a une finition en high-cord sur tout le tour. Donc là, il a bien pensé le truc. Au moins, il n'y aura pas à relever toute cette longueur-là de maille. Donc ça, c'est appréciable. Et après, ben, on va venir... Comment je peux vous montrer ça? On va venir faire... Ouais, si, c'est ça. On va venir faire un morceau entre les deux. Donc rejoindre l'ensemble. Et du coup, moi, je vais le faire, le morceau qui reste, dans cette couleur. Parce que c'est un patch... c'est justement un rectangle qui est tout uni, qui n'est pas en rayure. Et je vais y mettre cette couleur-là. Donc, mon choix de couleur. Alors, j'aurais dû, pareil, je pourrais plus l'appeler comme ça. Mon choix de couleur. Je suis pas très convaincue. Bon, après, quand on voit la taille du truc, vaut mieux que je le sois un peu quand même. Hein. Mais finalement, c'est pas mal. J'avoue que quand on les prend tout indépendamment, elles vont bien ensemble, mais quand on fait des rayures, comment dire, là on a la section, comment ils m'ont dit les filles, c'est maille à l'abeille. Moi je vois les Dalton là, vous voyez, le t-shirt rayé des Dalton, on y est bien dedans, c'est exactement le même jaune et le même noir. Là on est sur du gris clair et gris foncé, donc ça marche. Hein. Mais après je vais avoir le briquin et après on va avoir une autre inversion de rayure. Donc si vous voulez, je suis quand même... je me dis je suis partie, je finis. Mais j'étais un peu dubitative sur mon choix de couleur. Mais je me dis qu'une fois porté, enroulé autour du cou, ce qu'on va voir, en fait, ça va être ça. Ce qu'on va voir, ça va être ça. Comme ça, en fait. Je vais avoir ça au niveau du cou, avec ma pointe qui va être corail. Enfin, rouge briquin, et en fait l'autre pointe se finit en noir, et je me dis qu'en fait un grand pan noir sur ce rayé là, sur un manteau noir, ça peut vraiment le faire. Et la touche de brique là, en fait, en fonction de comment je le porte, ça peut bien marcher. Je m'amuse tellement à le faire, pour être honnête. Vraiment, j'aime beaucoup la construction et
Et en fait, on se laisse guider et je pense qu'on aura vraiment l'effet waouh qu'à la fin. Et après, voilà, c'est très très amusant. Encore, je radote, hein, mais très très amusant à faire. Au point où il me reste des laines à chaussettes. Il faut que je regarde si j'ai assez. Je sais pas, c'est la paire de chaussettes que je vous avais présentée dans le tout premier numéro. Des laines teintes à la main, bleu et enfin un bleu foncé et un bleu plus clair avec des speckles. Et je me dis que ce modèle-là, tout dans un ton de bleu, oh là là, qu'est-ce qui peut être beau. Et en fait, je commence à la voir, là, vous voyez, la persistance la rétinienne, et puis l'idée fixe là, qui vient se mettre là, en se disant, ben, celui-là, je vais le refaire dans des tons de bleu. Juste que j'ai pas de manteau bleu. C'est la faille du plan. Donc bref, c'est un modèle qui permet en fait un choix de couleurs et autres vraiment infini en fait, et c'est ce qui est assez plaisant. Voilà, donc ça c'était mon dernier en cours, et puis je vais passer rapidement sur mes envies de tricot estivaux, puisque mon téléphone n'arrête pas de me dire fini d'enregistrer, t'as plus de place. Donc je veux me faire un pull pour cet été, un top pour cet été, je vous en avais parlé la dernière fois. Ce sera le top Orken. Donc c'est un projet qui se fait normalement avec un fil de chez Natissé à Chanvre. Donc du chambre. Bon, moi j'ai porté mon choix plutôt sur un fil. Bah, c'est pas celui-là. Ah, je l'ai pas. Très bien. Le podcast dans le carton. C'est un fil, donc c'est une base bambou et laine de chez le style Knitting. Donc c'est la couleur, le style Knitting, c'est la couleur Mona. C'est une douceur, mais un truc de fou. C'est la première fois que je touche quelque chose d'aussi aussi doux, mais c'est, enfin pas la première fois. J'avais acheté une fois un fil pareil en bambou de chez les Sœurs Grimm là. Qui est aussi doux que ça, mais pas mou. Celui-là, enfin, qui est doux et très, très fuyant. Alors que celui-là, vu qu'il y a de la laine dedans, il a quand même de la tenue. Donc j'ai fait mon petit échantillon, il faut encore que je le mesure et que je le bloque pour voir si ça correspond au modèle. Donc je fais vite. Donc l'avantage de ce modèle, pourquoi il m'a tapé dans l'œil, c'est que vous avez un petit débardeur, et ensuite, cette espèce de petit boléro que vous venez mettre par-dessus, qui vous fait un décolleté super sympa, et qui fait que vous avez le dos qui est couvert. Donc vous pouvez, c'est un truc couteau suisse en fait. Il fait frais le matin, vous mettez les manches, donc quand vous partez bosser, ça va. Vous avez chaud dans l'après-midi, vous enlevez les manches et vous avez votre débardeur. Et je voulais me le faire à la base en noir, parce que j'ai pas assez de top noir. Bon, j'ai pas trouvé mon bonheur en termes de couleur. Mais là, du coup, j'ai prévu de le faire dans ce jaune un peu olive, là. Ouais, et je sais que c'est des couleurs qui me vont bien, et qui, en plus, est exactement la même couleur que sur ma jupe Aude que je vous avais présentée au tout premier épisode. Et les deux vont matcher ensemble. Ça va vraiment très très bien marcher. Donc j'espère que la prochaine fois je l'aurai débuté. Sinon, si jamais l'échantillon va pas bien, j'ai pensé aussi au dernier top qu'a sorti Audrey. Je vous mettrai la photo là parce que j'ai oublié le nom. Qui est en fait un top d'été, pas celui-ci mais un nouveau, où vous pouvez faire soit un t-shirt avec une manche avec un joli détail de points sur la manche, soit un débardeur où on peut jouer les rayures au taquet ou le faire uni. Donc c'est mon échantillon qui va parler. Donc voilà. Je vais vous laisser avant que mon téléphone décide que j'arrête d'enregistrer. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas encore une fois de laisser un petit commentaire, ça me motivera, un petit pouce en l'air pour dire à YouTube que vous aimez mon contenu, et à moi aussi, hein, du coup. Et n'oubliez pas, toutes les remarques sont bienvenues à partir du moment où elles sont constructives et faites avec bienveillance. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi ou un bon week-end à rallonge, selon le moment où vous me regardez. Et je vous dis à bientôt, salut!